Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce livre-ci, Rainer Stasch, Kafka, tome 1, Le temps des décisions. Il s'agit d'une biographie plutôt impressionnante de Franz Kafka, ceci n'étant que le premier tome. Il y a 3 tomes et chacun de ces tomes fait aux environs de 2000 pages. C'est un travail colossal qui a été réalisé par Rainer Stasch. Et Rainer Stasch, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans l'édition et qui s'occupait plutôt à la fois d'écrits scientifiques, de publications scientifiques et de non-fiction. Et puis il a découvert les lettres et le journal de Kafka. Et à partir de là, il a plongé dans une aventure historique et personnelle qui lui a pris presque 20 ans de sa vie. On n'écrit pas 3000 pages comme ça. C'est un travail d'une qualité exceptionnelle dans laquelle il a non seulement regroupé une somme colossale de données, des données sur la vie de Kafka, des données chronologiques, précises, détaillées, en allant faire une enquête très, très poussée, mais aussi une enquête sur son époque, sur le milieu dans lequel il évoluait, sur l'Allemagne germanique du début du XXe siècle, sur Prague, sur Prague et le milieu intellectuel de Prague. Il a également attaché beaucoup d'importance à la relation humaine qu'entretenait Kafka avec ses contemporains, et notamment ses histoires d'amour. C'est d'ailleurs aujourd'hui autour de l'histoire d'amour qu'il a vécue avec Felice Bauer que je vais vous lire un passage de ce premier tome. Il est allé rencontrer pour cela le fils de Felice Bauer pour avoir de sa part des échos que sa mère avait pu lui donner de cette correspondance. Ce qui était très compliqué pour lui dans la reconstruction de la réalité de leur relation, c'est qu'en fait, on a dans la correspondance de Kafka ce que lui a écrit, mais on n'a pas ce qu'elle lui a répondu, parce qu'il a tout brûlé lorsqu'il a mis fin à leur relation. Alors à l'intérieur de ce que Kafka a écrit, en cherchant bien, on peut trouver des indications qui sont des réponses, des réactions à ce qu'elle lui a écrit dans de précédents courriers. Et ce travail de miroir, d'enquête très minutieuse qu'il a fourni tout au long de ces années. Alors ça serait juste un travail d'enquête minutieuse, ce ne serait pas forcément passionnant. Ça serait intéressant, mais pas passionnant. Là, il y a une dimension supplémentaire. C'est que Rainer Stasch écrit vraiment très bien. Il a des qualités de romancier et il a aussi une intelligence très fine des émotions, des sensibilités. Et moi, il me fait beaucoup penser, pour les personnes parmi vous qui ont lu les biographies écrites par François Bon sur les Rolling Stones, sur Bob Dylan, sur Led Zeppelin. Voilà, ces groupes-là, c'est des groupes dont on connaît tous l'histoire, pour peu qu'on soit un tout petit peu penché sur le rock'n'roll. Ben voilà, l'histoire des Rolling Stones, qui n'en a pas une idée? Et même pour les gens qui, comme moi, avaient une idée très précise de ce qu'étaient les Rolling Stones, de ce que sont d'ailleurs toujours les Rolling Stones, de leur histoire avec un grand H, en lisant ce livre de François Bon, j'ai découvert non seulement tout un tas de choses que je ne savais pas, mais surtout j'ai découvert une intelligence à l'œuvre pour décrypter finalement un peu le moteur de cette existence. Et là, c'est aussi ce que je retrouve dans cette biographie de Franz Kafka. On a là quelqu'un qui s'attache à essayer de comprendre ce qui profondément meut un homme à vivre cette vie si particulière que fut celle de Kafka. C'est un homme qui s'attache aussi à mettre en lumière les failles de cette personnalité, non pas du tout dans un esprit voyeuriste, mais plutôt pour essayer de comprendre ces questionnements universels qui sont les nôtres. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que vivre avec les autres? Comment peux-tu vivre dans une intégrité complète avec toi-même tout en étant dans le monde? Est-ce que c'est possible?
euh, à quel prix, à quelle déchirure cela amène-t-il? Ça pose aussi la question de la place de l'écriture dans la vie d'un artiste. Alors c'est bien sûr que c'est pas la première fois que ces questions sont posées. Moi, ça me fait beaucoup penser aussi au magnifique roman de Thomas Mann, le docteur Faustus, dans lequel justement il envisage toute la difficulté d'un homme qui est un artiste de génie à concilier ce génie avec la vie et dans quelle mesure ce génie-là le consume. Et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment bien apparaître dans cette biographie. On voit aussi toute la complexité des relations familiales qui pouvaient entraver le développement de Kafka. On voit aussi des questions qui sont profondément de l'ordre de la psychothérapie familiale et qui pourrissent cette famille d'une façon très très importante. Alors voilà, je vais, comme j'en ai l'habitude sur cette chaîne, plutôt que de disserter sur des textes, je ne suis pas très très doué pour ces choses-là, je vais vous en lire un passage qui me semble très représentatif de la qualité de son auteur. C'est un passage qui se situe en 1912, pendant la période de correspondance épistolaire entre Franz Kafka et Félix Bauer, et c'est le moment de rupture durant lequel Kafka va décider de mettre fin à cette correspondance. À feuilleter la centaine de lettres écrites par Kafka à Félix Bauer en 1912, on est frappé par le retour d'un mot magique qui reluit comme un leitmotiv littéraire à travers leur formidable étoffe, proximité. Kafka parle de proximité pour susciter de la proximité, et il constate la proximité pour l'entretenir. Il ne la définit pas, mais il gravite sans trêve autour de ce pôle de sa sensibilité. Au seul mois de décembre, il y a la proximité conquise et la proximité bienfaisante, la proximité insensée et la trop grande proximité, enfin la proximité comme impératif, plus près, plus près, plus près. Bien plus tard, 2 ans avant sa mort, Kafka a contesté violemment qu'on puisse se rapprocher de quiconque grâce à des lettres. Et de fait, le lecteur d'aujourd'hui ne peut s'empêcher de penser que Kafka, avec Félix Bauer, s'est lancé dans une entreprise vouée à l'échec, et plus encore anachronique. Les lettres, nous semble-t-il, ne sont jamais que des expédients. Elles nous aident à supporter la distance et l'absence. Comme moyen de communication, elles sont depuis longtemps remplaçables par des techniques plus rapides et commodes. Lorsque Kafka attend comme un drogué que sa dose arrive de Berlin, lorsqu'il restreint sa vie sociale pour avoir le temps d'écrire chaque jour 1, 2, 3 lettres à Félix, il érige ce moyen en fin et lui en demande beaucoup trop. Un tel point de vue, clairement influencé par une amnésie culturelle qui marque la fin de l'ère Gutenberg, escamote cependant l'histoire de la lettre, qui fut l'un des moyens d'expression les plus importants de l'individualité moderne. Les lettres, y compris la lettre d'affaires, n'ont jamais été qu'un simple médium, ni un pur canal de communication. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la culture épistolaire a donné lieu à des modèles discursifs extrêmement nuancés et s'écartèrent d'abord des patrons imposés par le rituel social, puis, peu de temps après, de la dynamique propre à l'oralité. Christian Furchgott-Gellert, sans doute l'autorité la plus influente au XVIIIe siècle, en fait d'écriture épistolaire, et Carl Philipp Moritz, une génération plus tard, recommandait encore de s'abstenir de toute affectation et pompe stylistique. La lettre devait mimer autant que possible le naturel de la conversation. Goethe, lui, instruit par sa propre expérience, remarqua bientôt le caractère monologique de la lettre. Dans la psyché de l'épistolier, que sa solitude soustrait à la présence corporelle et aux critiques de son vis-à-vis, des humeurs, des angoisses et des besoins qui inhiberaient aussitôt le dialogue oral s'invitent au premier plan. Plus cet aspect narcissique prit de l'importance, et le romantisme allemand
ne contribua pas peu à l'accélération de ce processus, plus le médium de la lettre s'éloigna de sa fonction première de moyen d'échange et de communication. Quant au fait que la lettre, loin de perdre son prestige culturel, a été défendue à la fin du XIXe siècle contre des innovations techniques jugées superficielles, il s'explique apparemment sans peine par une valorisation croissante de la vérité et de l'authenticité individuelle à cette même époque. La lettre serait alors devenue expression, au sens emphatique du terme, un moyen de produire, d'extérioriser et de transmettre socialement de la subjectivité. Dans cette logique, le déclin de la culture épistolaire aurait reflété une dégradation des capacités expressives et en dernière instance de la subjectivité elle-même, point de vue dont Adorno s'est clairement fait l'avocat. Cette thèse n'explique toutefois en rien pourquoi des personnalités aussi instables que Kafka, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke ou Hermann Hesse ont consacré une part considérable de leur vie à des correspondances torrentielles et ce, régularité étonnante, en les investissant d'abord d'attentes illusoires. Ces sujets-là, entre tous, avaient pourtant accès à des moyens d'expression beaucoup moins précaires, à supposer que ce soit ce qu'ils recherchaient. Si les lettres sont bel et bien les vitrines de l'âme bourgeoise, où ne s'étale que ce que cette âme a en réserve à un moment donné, on peine à comprendre que des individus pour lesquels rien ne valait une œuvre littéraire achevée aient consacré tellement de temps et d'énergie à des exhibitions si transitoires. On cerne mieux ce mystère si l'on comprend qu'une lettre, loin de s'épuiser dans l'expression, recèle un surplus qui retombe dans l'escarcelle de son auteur. Sans doute, chaque lettre reflète quelque chose de donné, un état d'esprit, un caractère, une personnalité, mais ce n'est pas tout. Car la lettre confère aussi à tout ce qu'elle exprime un plus haut degré de réalité. Elle agit rétroactivement sur celui qui l'écrit, génère une résonance psychique qui débouche dans bien des cas sur de l'autosuggestion. Cette rétroaction s'observe d'abord sur le plan de l'histoire culturelle. Lorsqu'au XVIIIe siècle, un groupe de gens cultivés se met à entretenir des correspondances nourries et hautement personnelles, cette pratique exprime un style de vie nouveau, bourgeois, sensible, et une valorisation correspondante des états d'âme privés. Mais par ailleurs, ces lettres produisent une sphère qui n'existait pas jusqu'alors, à la frontière de la vie publique et de la vie intime. Les volumineuses correspondances familiales propres au XIXe siècle reflètent une nouvelle conscience de clan, mais elles en sont aussi la condition. Cette dialectique se répète à l'intérieur des relations interpersonnelles. Les lettres sont l'expression d'une relation, mais en même temps, elles génèrent cette relation et la façonnent. Elles peuvent ainsi suggérer une relation qui n'a pas encore la moindre réalité en dehors de la correspondance, jusqu'à ce qu'elle se convertisse en relation réelle. Enfin, la rétroaction se retrouve sur le plan du monologue et de l'affirmation solitaire. La lettre s'enracine dans le vécu, mais sa rédaction est elle-même un moment de vécu, dans la mesure où elle surgit d'une conscience concentrée et tout entière recueillie en elle-même. La lettre peut être l'expression d'une subjectivité ébranlée et incertaine, mais incertaine, cette subjectivité l'est déjà moins du seul fait qu'elle s'exprime. Le moi diffus, qui lutte pour prendre consistance, se contemple dans une lettre et dans cette lettre reconnaît ses contours. La lettre qui exprime un vide désespérant met quelque chose à la place de ce vide. Il est donc cohérent que Kafka ait régulièrement attribué les fonctions d'un journal intime à ses différentes correspondances, qu'il ait même proposé par 2 fois à Félix de remplacer leurs lettres par des feuillets de journaux. Comme les lettres, les notes d'un journal agissent de façon constituante sur celui qui les écrit. Elles sont des moyens de se diriger et de se façonner soi-même, des techniques de médiation réflexive, de méditation. L'exemple de Kafka permet de comprendre pourquoi le sujet menacé, vacillant, qui ne trouve qu'à grand-peine une forme idoine pour s'exprimer, qui ne parvient à se faire comprendre qu'au prix d'un effort psychique démesuré, pourquoi ce sujet, plus qu'un autre, place de grandes espérances dans les vertus curatives de la lettre et, ce faisant, ne cesse de retomber dans le soliloque. Du même coup, se dissipe une autre apparence de paradoxe.
Toujours en quête de proximité, Kafka privilégiait le médium lent et exigeant de la lettre. Il était difficile, surtout pour les femmes, de l'amener à téléphoner, alors que ce moyen de communication offre au moins l'illusion de la présence physique. Or, la redondance protocolaire qu'on observe encore aujourd'hui dans un grand nombre de conversations téléphoniques donne raison à Kafka. Ni la rapidité, ni l'apparente immédiateté d'un moyen de communication ne suffisent à générer une proximité sereine. L'usage spontané du téléphone est un acquis culturel très récent. À l'origine, on éprouvait une crainte indéfinie face aux voix fantomatiques qui émanaient du pavillon et qui, comme l'évoque Walter Benjamin, s'invitaient tels des bruits nocturnes dans la vie des premiers usagers, crainte qui se perpétue dans notre réticence à parler à un répondeur. L'abstraction et la déformation des voix, l'inutilité de tout geste, l'occultation du visage, le vide menaçant de silence que le regard ne peut compenser, l'obligation de réagir, pour ainsi dire aveuglément, au moindre appel, enfin le risque d'une interruption brutale de l'échange, tout cela place le moi sous une pression accrue au lieu de lui offrir une prise et une forme comme le fait la lettre. Même Max Brod, pourtant moins inhibé, vit un jour dans la proximité par téléphone un exploit digne d'un poème où la cabine téléphonique est représentée comme un cercueil. Kafka, lui, en général, ne parvenait pas à être tout oui. Un rien le distrayait. Les heures d'attente parfois nécessaires pour obtenir un appel longue distance, d'ailleurs limité à 3 minutes à la poste de Prague, les bruits parasites sur la ligne, le regard des gens autour de lui. Au téléphone, il avait l'impression d'oublier absolument tout, de perdre son répondant et sa capacité à s'exprimer. Il n'eut plaisir qu'une seule fois à téléphoner à Félix, et tous deux s'étaient vus quelques heures auparavant. Kafka savait que la lettre en comparaison pouvait non seulement exprimer mais générer de la proximité. Il existait des précédents encourageants, comme la correspondance entre Robert Browning et Elizabeth Barrett, qui aboutit à leur mariage et que Kafka recommanda à Félix, non sans arrière-pensée peut-être. Kafka connaissait aussi les dangers d'une intensité strictement passionnelle, donc illusoire, qu'il chercha à contrecarrer en s'appuyant sur un matériau aussi riche que possible et sur des points d'accroche concrets dans la vie de Félix. Le verdict impitoyable par lequel il condamna ensuite toute sa correspondance comme une illusion intégrale, une duperie monstrueuse et auto-infligée, porte trop visiblement la marque de cette défaite. Ne serait-ce que dans les premiers mois de son amitié avec Félix Bauer, Kafka s'est montré beaucoup plus réaliste que par exemple Rilke dans sa relation à Magda von Attingberg, relation elle aussi forgée dans une correspondance, mais reposant tout entière sur des idéalisations et donc vite avortée. Il est vrai que Kafka succomba à une autre tentation, non moins insidieuse, qui provient quant à elle de la matérialité des lettres. À la différence de la parole, la lettre est un objet tangible, auquel s'attachent des rituels immuables. La lettre n'est pas directement vue ou entendue. Elle est délivrée et reçue, et ce à heure fixe. L'arrivée de son porteur est une minute solennelle. Le message qu'il apporte est d'abord caché, et c'est le destinataire qui décide du moment où il dénouera l'attention et ouvrira l'enveloppe. Tout cela fait essentiellement de la lettre un cadeau, comme une forme de dialogue privilégié et chargé de symboles. En tant qu'objet, la lettre porte des traces de son origine. L'écriture, régulière à la plume ou rapide au crayon, traduit à la façon d'un sismographe l'état d'esprit de l'expéditeur. L'empreinte d'un doigt, un parfum furtif, la trace d'une larme suggèrent une présence physique. Cela mis en balance, la lenteur et l'attente imposées par la lettre pesaient beaucoup moins lourd il y a un siècle qu'aujourd'hui. Dans une société où les minutes étaient peu de choses et où les secondes n'étaient rien, on pouvait très bien imaginer qu'une lettre reçue était encore chaude. Un train rapide mettait 8 heures pour aller de Berlin à Prague. Une lettre à peine davantage. Ce que Félix écrivait le samedi après-midi, Kafka l'avait entre les mains le dimanche matin. Et il n'y avait pas de jour sans courrier. Un moyen de communication relativement rapide, donc, et fiable qui plus est. Car malgré les inquiétudes constantes de Kafka au sujet des hoquets de la machinerie postale, il semble que très peu de lettres se soient effectivement perdues. Ce caractère matériel, corporel de la lettre, cette promesse toujours renouvelée d'une présence physique, constituait pour Kafka une tentation irrésistible. Il se mit comme jamais auparavant à collectionner les lettres à la façon de fétiches sexuels. À la moindre occasion, il les étalait devant lui, y plongeait son visage, les embrassait, respirait leur odeur.
En promenade ou en déplacement, il emportait les lettres de Félix pour sentir qu'il les possédait et en tirer courage. Peu à peu, Kafka fit entrer toute sa vie, dans un champ de force constitué de bouts de papier, et il arrivait que le contenu des lettres importe moins que leur arrivée ponctuelle. Cette proximité trompeuse se payait certes au prix fort. Le fétiche de la lettre, perdant peu à peu de ses effets, refroidissant entre ses mains pour ainsi dire, il devait au plus vite être remplacé par un nouvel objet qui maintiendrait le niveau d'intensité à la même hauteur. Kafka ne tarda pas à voir sous quelle terrible dépendance il se plaçait. Mais comme toujours, il fallut qu'il ressente une nouvelle douleur pour agir. Le sentiment d'être exclu du bonheur de sa sœur, qui venait d'avoir un enfant, et, lancinant comme un coup de fouet, le reproche d'étrangeté que lui adressait Félix. De passage à Berlin, Max Brod décida de jouer une nouvelle fois le rôle de l'émissaire. Il avait de mauvaises nouvelles à annoncer à sa parente. Et lorsqu'il appela à son bureau, il eut du mal à lui faire mesurer tout le sérieux de la situation. Elle allait sans doute recevoir une dernière lettre de Kafka, une lettre d'adieu, qui peut-être était déjà en route. Kafka ne voulait plus. Il avait décidé de rompre. Félix ne put s'empêcher de rire. Peut-être avait-elle déjà remarqué la tendance de Brod à dramatiser. Après tout, il ne s'était rien passé de grave. Kafka était peut-être victime d'un abattement passager, rien de plus. Mais cette fois, elle se trompait. 2 jours plus tôt, le 9 novembre, Kafka avait en effet formulé une missive brève mais sans équivoque. « Vous n'avez plus le droit de m'écrire. Moi non plus, je ne vous écrirai plus. Et pourquoi cela ? Je vous rendrai malheureuse en écrivant. Et on ne peut rien pour vous. Et on ne peut rien pour moi. Oubliez vite le fantôme que je suis et vivez joyeuse et sereine comme vous l'étiez avant. » Ce n'était pas une lettre d'adieu, c'était une lettre de renvoi. Épuisé par une nuit d'insomnie, Kafka n'eut pas le cœur de la poster. Il laissa passer la fin de la semaine sans rien faire. Peut-être espérait-il que Brod trouverait une solution, comme quelques semaines plus tôt. Le lundi matin, cependant, il reçut 3 lettres, écrites par Félix, avant l'appel de Brod. Et raffermi par la contrainte d'une journée de bureau encore plus rebutante que les autres, il en vint à se demander si vraiment il n'y avait pas de juste milieu entre cette passion dévorante, engluée dans des bouts de papier, et le retour à une solitude que le souvenir de Félix empoisonnerait. N'avait-elle pas au moins droit à des explications ? De retour chez lui, ayant déjeuné sans un mot, Kafka s'assit à son bureau pour envoyer enfin quelques phrases ordonnées à Berlin. Peut-être était-il possible de réduire la correspondance et d'employer le temps ainsi gagné pour son roman. L'écriture du disparu, qui continuait de bien progresser, était sa dernière chance. Kafka ne savait pas lui-même dans quelle réserve il puisait. Il en était déjà à la fin du 6e chapitre, c'était de loin le plus long texte qu'il avait jamais écrit d'un seul tenant. Il ne pouvait risquer de le compromettre. Dans sa lettre, il nota même le titre des différents chapitres pour que Félix le croie et comprenne. Et Kafka se croyait lui-même en cet instant. Il en allait de son roman. Or ce roman exigeait de lui une abolition contrôlée de ses frontières intérieures, abolition qui menaçait à tout moment de virer à une désintégration définitive incontrôlable, et au-delà de ces frontières, une tempête faisait rage. Car voyez-vous, je suis maintenant en état, que vous les vouliez ou non, de me jeter à vos pieds et de m'abandonner à vous de telle sorte qu'il ne restera plus pour personne d'autre ni trace ni souvenir de moi. Mais innocent ou coupable, je ne veux plus lire une remarque comme celle que contenait votre lettre. Ce n'était plus un jeu avec l'idée du suicide. Ce jeu qui s'était traduit par des phrases distanciées, froides, littéraires, par une paradoxale diplomatie du désespoir. C'était la désagrégation d'un moi en état de vie corporelle, et Kafka y résistait en vain. L'angoisse d'un retour à la solitude. L'angoisse d'une incapacité définitive d'écrire. L'angoisse des vexations, des exigences incontournables de la sexualité, du mariage, de la famille. Effondrement. Tel est le nom que Kafka donnerait un jour à cet état, à cette façon d'être projeté d'un côté puis d'un autre, d'un instant à l'autre instant.
comme une machine devenue folle, agitée de secousses, d'embardées. Le soir, lorsqu'il prend un nouvel élan pour lui dire ce qu'il en est vraiment, le point d'ébullition est atteint et la carapace des normes, des égards, des protections vole en éclats sous la pression. C'est une des lettres les plus bouleversantes de Kafka. Raide et même gauche dans son expression, écrite au moment d'une implosion où ses angoisses les plus diffuses et les plus contradictoires, agissant jusqu'alors à des niveaux très différents, se précipitent soudain en un seul point panique. Mademoiselle Félix. Je vais maintenant formuler une demande qui va paraître vraiment folle, et je n'en jugerais pas autrement si je recevais cette lettre. C'est aussi la plus grande épreuve qu'on puisse imposer à la personne, même la meilleure. Je demande donc, ne m'écrivez qu'une fois par semaine, et de telle sorte que je reçoive votre lettre le dimanche. Je ne supporte pas vos lettres quotidiennes. Je ne suis pas capable de les supporter. Je réponds par exemple à votre lettre, puis je suis couché dans mon lit, tranquille en apparence, mais un battement de cœur me passe par tout le corps et ne sait rien que vous. À quel point je t'appartiens, il n'y a vraiment pas d'autre moyen de le dire, et celui-ci est trop faible. Et c'est pour ça que je ne veux pas savoir ce que tu portes, car ça me retourne tellement que je ne peux plus vivre. Pour ça que je ne veux pas savoir que tu m'aimes bien, car alors pourquoi je suis là, crétin, assis dans mon bureau ou chez moi, au lieu de me jeter dans le train les yeux fermés et de ne les réouvrir qu'une fois auprès de toi? Oh, il y a une grave raison pour que je ne le fasse pas. Et en un mot, je suis tout juste en assez bonne santé pour moi, mais plus pour le mariage et encore moins pour la paternité. Mais quand je lis ta lettre, je pourrais nier l'indéniable et plus encore. Si seulement j'avais déjà ta réponse. Et comme je te torture odieusement, et comme je te force à lire dans la quiétude de ta chambre cette lettre plus hideuse que toutes celles que tu as jamais trouvées sur ton bureau. Vraiment, quelquefois il me semble que je me nourris comme un fantôme de ton nom bienfaisant. Si seulement j'avais encore ma lettre de samedi, où je te conjurais de ne plus jamais m'écrire et où je te faisais la même promesse. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a retenu de t'envoyer cette lettre? Tout serait bien. Mais maintenant, y a-t-il encore une solution pacifique? Cela fait-il une différence si nous écrivons juste une fois par semaine? Non. Un tel remède ne guérirait qu'un petit mal. Je sais déjà que je ne supporterai pas non plus ces lettres du dimanche, donc, pour réparer la négligence de samedi, je te demande de toutes mes forces d'écriture qui déclinent déjà à la fin de cette lettre, arrêtons-nous, si nous tenons à la vie. Signé en écrivant ton, rien ne serait plus faux, non, mien, et attaché à moi-même pour toujours. Voilà ce que je suis et avec quoi je dois tâcher de vivre. Voilà. Je vous laisse découvrir par vous-même ce travail exemplaire qui donne tellement de relief à tous ces éléments disparates que nous avions auparavant sur la vie de Franz Kafka. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.